Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous. Merci. Bonjour. Et merci de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Colonel, nous sommes déjà le 1er décembre. Le temps passe vite et on dirait que vous vieillissez de plus en plus. Je n'arrive pas à imaginer comment 2025 a déjà filé. Oui. Et nous avons tous, vous savez, cette année, parlé du conflit en Ukraine. Quand on y regarde aujourd'hui, d'après ce que nous venons d'apprendre à l'instant, quand on entend un gouvernement comme celui des Pays-Bas parler d'envoyer plus d'aide à l'Ukraine, je pense que toute la question du soutien à la guerre en Ukraine est en quelque sorte liée à la corruption là-bas. Que se passe-t-il en Ukraine? Qui profite de la guerre? Qui gagne de l'argent? Qui en tire profit? D'une certaine manière, cela se transforme en une guerre sans fin en Ukraine. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé là-bas, avec le limogeage de Yermak de l'administration Zelensky? Et quand on regarde l'Europe, il semble que beaucoup de gens là-bas, à mon avis, savent ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Personne ne gagne vraiment du côté occidental. Et pourtant, les gouvernements continuent de soutenir la guerre. Quelle est votre compréhension de cette corruption qui, selon moi, est profondément enracinée, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, surtout si l'on considère l'aide provenant de l'Occident? Considering the aid coming from the West? Eh bien, je pense que poser la question, c'est presque y répondre, car plus personne ne comprend vraiment de quoi il s'agit dans ce conflit. Les Russes, eux, ont une idée très claire, car la population russe en Ukraine a souffert pendant plusieurs années sous le nouveau régime ukrainien non élu, souvenez-vous. Mais en Occident, plus personne ne semble comprendre. En fait, il y a environ 10 jours, Kaja Kallas a expliqué. Lorsque ce plan en 28 points a été publié par Axios et Politico, qu'on lui avait apparemment demandé si l'Europe avait un plan pour la paix. Et elle a répondu, eh bien, nous avons un plan en 2 points. Premièrement, affaiblir la Russie, et deuxièmement, soutenir l'Ukraine. Voilà le plan, point final. Autrement dit, le principal objectif du plan européen est d'affaiblir la Russie et ensuite de soutenir l'Ukraine dans cette entreprise. Ce qui signifie que l'idée n'est pas, et encore une fois, on ne peut pas inventer ça, qu'elle ait dit « nous voudrions restaurer l'Ukraine, nous voudrions avoir une Ukraine démocratique, cela devrait être notre premier objectif ». Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit « nous voulons affaiblir la Russie ». Et encore une fois, si l'on prend cette déclaration comme un indice, on comprend beaucoup mieux la réaction des Européens. Ils n'ont jamais vraiment aidé l'Ukraine de manière décisive à gagner la guerre. Ils veulent simplement une guerre qui dure longtemps, une guerre dans laquelle la Russie dépense beaucoup de ressources, où la population russe finit par se fatiguer. Et cette fatigue pourrait conduire à une forme de changement politique en Russie. Essentiellement, une sorte de changement de régime, si l'on veut l'appeler ainsi. Et c'est bien là le but. L'Ukraine n'a jamais été un pays que l'on voulait développer, ou plutôt, elle a été exploitée. Je veux dire par les Européens, par l'Occident en général, y compris les États-Unis. Ils ont exploité l'Ukraine. Ils ne l'ont jamais vraiment aidée. Et cela a été dit à de nombreuses reprises par Zelensky lui-même lorsqu'il a déclaré que, certes, on lui envoyait des armes, mais seulement celles dont on ne voulait plus. Si l'on se souvient de l'histoire de toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine depuis 2022, essentiellement pendant la première phase jusqu'à la fin de l'été 2022, les Européens ont livré à l'Ukraine du vieux matériel soviétique, qui était encore stocké dans les pays d'Europe de l'Est.
in storage in Eastern European countries. So old T-72, old T-64. Ainsi de vieux T-72, de vieux T-64, de vieux T-55, de vieux T-62 et de vieux munitions soviétiques. Lorsque tout cela a été épuisé, et que nous avons pu constater, et que les Américains ont pu constater, qu'en novembre 2022, l'armée ukrainienne n'était pas sur la voie de la victoire, les Européens n'ont pas commencé à envoyer du matériel de pointe. D'ailleurs, cela n'aurait de toute façon pas été possible, car même si c'est le meilleur équipement du monde, on ne peut pas former des gens à son utilisation en quelques jours seulement. Il faut du temps pour acquérir la maîtrise et les compétences nécessaires. Il faut s'entraîner pendant des mois, voire des années, si l'on parle par exemple d'un char. Le char en lui-même est facile à manier ou à manœuvrer, mais l'utiliser de manière cohérente dans un concept tactique exige des années d'expérience, à la fois au niveau de l'équipage et au niveau du commandement. Ainsi, l'Occident n'avait jamais vraiment prévu d'aider l'Ukraine sur le long terme, car il a en réalité été surpris par la résilience de la Russie. Et cela, en fait, a bouleversé tout le plan de l'Occident. L'Occident voulait agir principalement par le biais de sanctions, en espérant que l'isolement ferait s'effondrer la Russie très rapidement. Mais cela ne s'est pas produit, et ils ne l'avaient pas anticipé. Par conséquent, ils n'ont pas pu soutenir l'Ukraine de manière décisive. Ils ont fourni du matériel ancien. Puis de la fin de 2022 au printemps 2023, on a vu apparaître de vieux Léopard 1, par exemple, et les premières générations de Léopard 2 et d'autres choses de ce genre. En réalité, l'Ukraine n'a jamais été capable de répondre efficacement à la menace militaire de la Russie. Jamais, pas même durant la première semaine. Nous avons donc probablement dû compenser cela par un récit affirmant que la Russie perdait beaucoup de chars. Tout cela relève du récit. Il a été démontré que c'était essentiellement de la désinformation, des canulars et des choses de ce genre. En tout cas, au lieu de soutenir efficacement l'Ukraine, nous avons utilisé le récit selon lequel l'Ukraine était en train de gagner. Et c'est toujours là que nous en sommes. Je veux dire, même Kaja Kallas, je crois que c'était le même jour, j'ai déjà mentionné la citation, a dit qu'il est faux de dire que l'Ukraine est en train de perdre. Mais selon quels critères? Ce n'est pas sorcier de voir que l'armée ukrainienne perd des hommes. L'armée est contrainte de recruter des gens de force. On voit chaque jour des centaines ou au moins des dizaines de vidéos montrant des personnes emmenées de force dans les rues des villes, Tver, et la population proteste contre ces recrutements forcés. On peut donc constater qu'il y a une pénurie. Le gouvernement est désespéré. Il peine même à trouver des soldats à envoyer au front. Et ces soldats ne sont pas vraiment formés pour aller en première ligne. On leur donne simplement un fusil, on les envoie en première ligne et on s'attend à ce qu'ils sachent quoi en faire. Du côté ukrainien, il ne reste presque plus de forces blindées. Ces unités disparaissent littéralement des cartes. Toute la tactique repose désormais sur de petits drones. Mais même si un drone est un outil intéressant pour harceler les gens, harceler les Russes en l'occurrence, ce n'est pas un outil qui apporte la victoire. Il ne permet pas de conquérir du territoire, ni de détruire des troupes. Il peut éliminer des bastions locaux et des choses de ce genre, mais à lui seul, ce n'est pas un outil capable d'apporter la victoire. C'est exactement la même chose si l'on fait une comparaison historique. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse est apparue, le char est apparu, l'avion est apparu, mais aucun de ces équipements n'a permis à lui seul d'obtenir la victoire. Ce n'est que 20 ans plus tard que les Allemands ont réussi à combiner ces outils en un concept opérationnel unique. Cela signifiait l'infanterie, les chars, l'artillerie et les avions.
ou la force aérienne, travaillant ensemble. Ce concept s'appelait la Blitzkrieg, et c'est ce qui a réellement permis la victoire. Ainsi, c'est la combinaison de divers outils qui rend la victoire possible. Maintenant, si vous regardez l'armée ukrainienne, elle n'a plus la capacité de combiner quoi que ce soit. Elle n'a pas de force aérienne. Elle ne dispose que d'infanterie avec des drones, mais pas d'artillerie réelle. Toute l'artillerie a été surpassée par l'artillerie russe, qui est extrêmement puissante. Traditionnellement, les Russes ont toujours été très forts en artillerie. Ainsi, les Ukrainiens n'ont même pas les capacités ou les moyens tactiques pour remporter une quelconque victoire. Et nous devons probablement le reconnaître aussi. Cela souligne en réalité le courage des soldats ukrainiens, car on ne leur donne pas ce qu'il faut pour obtenir la victoire. Et pourtant, ils continuent, dans une certaine mesure, à se battre. Je veux dire, même s'il y a un très haut niveau de désertion et un taux élevé de perte, ils essaient toujours de faire de leur mieux avec ce qu'ils ont, ce qui est extrêmement limité. L'Occident n'a jamais vraiment cherché à comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est une stratégie de l'espoir, d'une certaine manière, et nous l'avons encore. Nous continuons à nous cacher derrière le récit. Non, c'est faux de dire que l'Ukraine échoue. Eh bien non, l'Ukraine échoue, malgré toute la bonne volonté de ses soldats. Le problème, c'est qu'en Occident, nous ne voulons pas le reconnaître, car au fond, si on l'admettait soudainement, ça remettrait en question tout le soutien que nous apportons à l'Ukraine. Eh bien, je ne sais pas exactement qui se cache derrière ces accusations de corruption, ces inculpations et les enquêtes actuellement en cours en Ukraine. Certains disent que c'est les États-Unis, et c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons dans ces affaires de corruption, c'est que, par exemple, vous vous en souvenez peut-être, je ne sais pas si nous en avons parlé sur votre site, le tristement célèbre missile Flamingo, FP5, devait être nouvellement développé par l'Ukraine avec une jeune entreprise appelée Firepoint. Elle est sortie de nulle part, mais bénéficiait d'un important financement occidental. Et ils ont commencé à développer un missile de croisière appelé le Flamingo. Ce missile devait avoir une portée de 3000 km et représenter une sorte de tournant, puisque les États-Unis hésitaient à fournir le missile Tomahawk. Il semble maintenant que le Flamingo ait été au moins en partie, probablement pas complètement, mais au moins en partie, une supercherie. Lorsque ce projet Flamingo a été annoncé, ses concepteurs ont reçu beaucoup de financement, mais en réalité, il n'était pas aussi avancé qu'on le prétendait à l'époque. Cela signifie que l'Occident a investi beaucoup d'argent dans quelque chose qui n'était pas suffisamment mûr pour être produit ou déployé sur le champ de bataille. En conséquence, aujourd'hui, ce programme semble être une sorte d'échec, ou peut-être que tout n'a pas encore été révélé. Mais jusqu'à présent, on peut dire que c'est un échec. Cette enquête pour corruption met en lumière de graves problèmes de mauvaise gestion des fonds occidentaux. Mais désormais, l'Occident ne veut pas interrompre le financement, car il sait parfaitement que l'Ukraine en dépend. Ce qui signifie que si l'Europe devait l'arrêter, et les Américains ont déjà dit qu'ils cesseraient cela, parce que les Américains, et probablement Trump, ont instinctivement compris que c'est un gouffre sans fond. On envoie simplement de l'argent, et rien n'en ressort. Les Européens ont continué à le faire, mais l'opinion publique en Europe devient de plus en plus réticente à soutenir l'Ukraine. En conséquence, l'élite et la direction ukrainienne, ne veulent pas reconnaître les faiblesses de l'Ukraine. Car cela signifierait que tout le financement que nous fournissons ne sert à rien. Et ils ne veulent pas l'admettre. Encore une fois, l'objectif n'est pas de soutenir l'Ukraine, mais d'affaiblir la Russie.
C'est pourquoi ils ne veulent entrer dans aucun type de négociation. L'idée est que la Russie continue de dépenser des ressources, argent, personnel, équipement, etc., dans une guerre sans fin. C'est ce que veulent les Européens. Ils n'ont jamais défini à quoi ressemblerait une victoire de l'Ukraine, par exemple. Donc c'est pas une préoccupation. La question n'est pas de savoir comment l'Ukraine pourrait gagner. La victoire n'est pas à l'ordre du jour. Cela n'a rien à voir avec ça. L'idée est de provoquer une défaite de la Russie, pas une victoire de l'Ukraine. Et c'est une sorte de nuance, car nous avons tendance à penser, dans le langage courant, que si une partie perd, l'autre gagne automatiquement, que la victoire de l'un est la défaite de l'autre. Mais ici, nous ne sommes plus dans un jeu à somme nulle, car nous savons qu'une victoire de l'Ukraine n'est pas possible. En revanche, nous pouvons affaiblir la Russie, et ce serait une sorte de « c'est ce que les Européens essayent d'accomplir ». Et cela sera extrêmement difficile parce que Il semble que ce plan ait totalement échoué. Au moins, nous savons, sur les plans militaires, économiques et géopolitiques, que la Russie a été soutenue par tous ces pays des BRICS, ce qui a constitué l'une des sources de soutien les plus importantes que la Russie ait reçues pendant la guerre en Ukraine. Mais ils savent que cela ne fonctionne pas. Ils le savent en Europe. Regardez l'Inde aujourd'hui. Comment l'Inde résiste à l'énorme pression exercée par les États-Unis. La Chine a clairement décidé de se ranger du côté de la Russie. L'Iran est aujourd'hui bien plus proche de la Russie qu'il ne l'était avant le début de la guerre en Ukraine. Cette guerre a totalement transformé, vous savez, la réalité géopolitique de la région, en Eurasie, en Asie occidentale. Et vous savez, dans le cas des BRICS, comment peuvent-ils imaginer que cette guerre pourrait affaiblir la Russie à long terme? Je n'en vois aucun signe. Nous sommes dans cette guerre depuis 4 ans maintenant, approchant les 4 ans de la guerre en Ukraine, et rien ne l'indique. absolument. Non, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que l'Occident a voulu imposer sa volonté au monde entier. Par conséquent, sa politique a en réalité divisé le monde en 2 parties, les amis de l'Occident et les ennemis de l'Occident. Et il n'y a pas de voie intermédiaire. Ce qui signifie que si vous êtes un pays comme l'Iran, par exemple, vous n'avez pas le choix. Même si, et j'ai beaucoup d'amis iraniens, et je sais que les Iraniens sont traditionnellement tournés vers l'Ouest. C'est un pays très moderne qui a toujours regardé l'Occident comme un modèle, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ils savent parfaitement que l'Occident ne peut pas être le modèle, car ils sont considérés comme l'ennemi. Mais un autre modèle est en train d'émerger, celui de la Chine, qui en réalité présente des caractéristiques très similaires à celles de l'Occident, je veux dire sur le plan économique, technologique, commercial, du développement et tout cela. Et en fait, la Chine est devenue le modèle, comme je l'ai souvent dit, parce qu'elle est devenue la locomotive du reste du monde. Elle a créé un modèle alternatif, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de choisir l'Occident. Il y a 40 ans, il n'y avait pas d'alternative. Si vous étiez coupé de l'Occident, vous étiez vraiment coupé de tout, car l'Occident dominait sur les plans technologiques, militaires, économiques, il dominait le monde d'une certaine manière. Je ne porte aucun jugement sur le fait que cela ait été bien ou mal, mais c'était la réalité. Cela signifiait qu'il fallait avoir des liens avec l'Occident d'une manière ou d'une autre. Sinon, on ne pouvait même pas envisager un quelconque développement. Aujourd'hui, c'est totalement différent. La Chine est désormais encore plus développée que les États-Unis, ce qui signifie que le modèle vient de l'Est et non plus de l'Ouest. Et si vous regardez les armoiries de la Russie, vous verrez qu'elles portent un aigle à 2 têtes. L'une tournée vers l'Est et l'autre vers l'Ouest.
Cela a toujours été ainsi. Je veux dire, les Russes ont toujours ressenti les choses de cette manière. Quand on parle de la Russie, il faut garder à l'esprit que le cœur du pays reste ce que l'on appelle la Russie blanche, la partie qui n'est pas la Sibérie, la partie occidentale du pays. Not Siberia, it's the western part of you. And they always consider themselves between Et ils se sont toujours considérés comme étant entre l'Occident et l'Orient. Et récemment, je crois que c'était en 2023, si je ne me trompe pas, Vladimir Poutine a déclaré « Nous ne pouvons plus faire confiance à l'Occident. Nous devons absolument changer notre vision. Au lieu de regarder vers l'Occident, nous devons regarder vers l'Orient, car l'Orient offre une alternative à l'Occident, un modèle de relations internationales plus amical, plus stable et moins idéologiquement orienté. Par conséquent, il est encore plus pratique de développer une relation avec la Chine, par exemple. Et cette politique de l'Occident, sanctionner tous ceux qui utilisent des dollars américains ou commercent avec des biens occidentaux, ce genre de choses, a poussé le reste du monde à dire « Très bien, si vous ne voulez pas que nous échangions avec votre monnaie, si vous ne voulez pas que nous commercions comme nous le souhaitons, alors il vaut mieux couper complètement les liens. » Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Un fossé grandissant entre l'Occident et le reste du monde. La Russie l'a parfaitement compris. Lorsque l'Occident a commencé à couper toutes les voies d'approvisionnement en énergie, y compris les gazoducs, et ainsi de suite, la Russie a compris qu'elle ne pouvait plus fonder son développement ni ses relations économiques sur l'Occident. Et même si cela devait reprendre dans 1 ou 2 ans, il y aurait toujours le risque d'une nouvelle interruption. Cela signifie que pour la Russie, il est préférable de construire dès maintenant un tout nouveau type de relation avec des partenaires plus stables. Et en réalité, cette stabilité a été fournie ironiquement par l'Occident, car en définissant le reste du monde comme l'ennemi, l'Occident a créé un monde de seconde zone. Non pas de seconde zone au sens qualitatif, mais au sens géographique. Autrement dit, l'Iran, la Chine, l'Inde et tous ces pays se sentent liés par le même sort, le même destin, car ils sont tous considérés comme des ennemis potentiels de l'Occident, voire explicitement définis comme tels, comme l'Iran ou la Chine. Mais ceux qui se trouvent entre les deux, comme l'Inde par exemple, savent que si les choses tournent mal, l'Occident les sanctionnera, les empêchera de se développer, et ainsi de suite. Ils font donc leur choix très rapidement, car ils savent que s'associer à l'Occident est un pari. Alors que si vous avez des liens avec la Chine, même si l'Inde et la Chine ont de nombreux différends, des différends territoriaux, des différends frontaliers entre les deux, le commerce avec la Chine reste néanmoins stable, car avec ces pays, on fait la distinction entre ce qui est politique et ce qui relève du commerce. Vous savez, c'est exactement ce que nous avions pendant la guerre froide d'ailleurs. Vous savez, la Russie fournissait du gaz à l'Occident depuis la fin des années 1960, ce qui signifie que pendant toute la guerre froide, du gaz russe arrivait en Europe, et c'était pendant la guerre froide. Nous avons connu de nombreuses situations où il y avait presque confrontation entre l'Est et l'Ouest, ou entre le bloc communiste, le pacte de Varsovie et l'OTAN. Mais la Russie n'a jamais interrompu, ni même menacé d'interrompre, les livraisons de gaz en échange de concessions géopolitiques ou de quoi que ce soit de ce genre. Cela ne s'est jamais produit. Les Russes ont été extrêmement constants, je veux dire un accord commercial. C'est un accord commercial, point final. Ensuite, il y a les questions politiques, les questions géopolitiques, les questions géostratégiques. Ce sont des sujets différents. Mais un accord commercial est un accord commercial. Il est signé, voilà, point final. It's signed, that's it, period. And this
Et c'est justement ce qu'Orban a dit récemment lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Exactement. Exactly. I mean, this is well known. I mean, there's no mystery in that. Je veux dire, c'est bien connu. Il n'y a aucun mystère là-dedans. Et c'est là que, en fait, si l'on regarde la situation dans son ensemble, on dirait que l'Occident est peu fiable, parce que l'Occident a soudainement décidé qu'il dépendait de la Russie. Mais le problème, c'est que l'Occident ne dépend pas de la Russie. L'Occident dépend de l'énergie. Je veux dire, l'Europe occidentale dépend de l'énergie. C'est ça la question. Et ce n'est pas une affaire de Russie ou de non-Russie. C'est une affaire d'énergie. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Car si la Russie est retirée de l'équation, il ne reste plus que les États-Unis. Et les États-Unis sont un pays qui ne dépend pas de l'énergie, ou pas complètement, disons, parce qu'ils disposent de leur propre chaîne d'approvisionnement en matière d'énergie. Supply lines in terms of energy, but nevertheless, the US is still selling its Néanmoins, les États-Unis continuent de vendre. Ils vendent même plus de pétrole qu'ils n'en importent, en fait, à peu près la même quantité d'ailleurs, parce que les États-Unis veulent gagner de l'argent. Ils ne sont pas comme les Russes, qui étaient très heureux d'envoyer du pétrole ou du gaz bon marché en Europe. Les États-Unis veulent gagner de l'argent. Et surtout maintenant, avec la politique de Trump visant à rendre sa grandeur à l'Amérique, cela signifie que si vous demandez une sorte d'accord ou de remise aux États-Unis, oubliez ça. Les États-Unis sont là maintenant pour restaurer leur puissance. Ils sont là pour gagner de l'argent. Ils sont là pour reconstruire leur industrie, pour reconstruire leurs capacités et leurs compétences industrielles. Et par conséquent, il n'y a aucune chance que les Américains essayent de trouver ou de vendre du pétrole ou des biens bon marché à l'Europe. Ils veulent gagner de l'argent. Et c'est exactement ce que nous avons vu avec tous ces soi-disant accords, la guerre des tarifs et tout le reste. Car l'idée est la suivante. Si vous voulez nous vendre des produits, vous serez soumis à des tarifs, parce que nous ne voulons pas de vos produits. Nous voulons vous vendre, mais nous ne voulons pas de vos produits. Et donc, nous imposons des tarifs sur cet équipement pour protéger notre propre industrie. La logique du commerce du côté américain vers l'Europe, par rapport à celle du côté russe vers l'Europe, est complètement différente. Les Russes n'ont jamais prétendu disposer de suffisamment de ressources pour vendre au monde entier. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent grâce à l'Europe. Et c'est exactement le problème que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas délibérément rompu les liens. Je veux dire, ils ne les ont pas rompus. Ils ont reconnu que les Européens avaient rompu les liens avec eux, et ils ne veulent pas se battre contre ce problème. Ils se rendent compte que c'est systémique. Et c'est exactement ce que Vladimir Poutine a déclaré lors d'une réunion d'industriels et de l'Union des entrepreneurs en mars de cette année. Il a dit que les sanctions et tous les obstacles imposés à la Russie sont systémiques. Donc, il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. Nous devons vivre avec ces sanctions, nous devons vivre avec ces handicaps, et ainsi de suite. C'est la situation désormais. Les Russes ont compris que toutes ces sanctions, ces handicaps et ces obstacles imposés par l'Occident sont en réalité des opportunités. Ce sont des défis pour l'industrie qui ont poussé les entreprises russes à être plus créatives, plus innovantes, à développer de nouveaux produits et à coopérer, ce qui n'est d'ailleurs probablement pas exclusif, à coopérer davantage avec la Chine. Donc maintenant, l'écosystème a changé. Bien que les Russes, pendant des décennies, aient eu l'idée de se rapprocher de l'écosystème d'Europe occidentale, ils ont désormais complètement abandonné cette idée. Ils sont davantage liés à l'écosystème chinois ou asiatique, qui est probablement plus prometteur pour eux que celui de l'Ouest. Et d'ailleurs, on peut voir que l'Occident est en train de s'effondrer.
Presque tous les grands pays d'Europe ont des problèmes budgétaires. Ils veulent développer la militarisation de la société, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Ils doivent donc réduire la sécurité sociale, comment dire. Le mot m'échappe maintenant. Le soutien que l'on donne aux gens pour survivre, ce genre de choses. What you give to people to survive and things like this. They reduce that part in order. Subsidies in Ils réduisent cette partie, les subventions, les aides et tout cela, précisément afin de développer la militarisation. Et c'est exactement ce que l'on observe au Royaume-Uni, mais aussi en France. La France connaît le plus grand déficit budgétaire depuis des décennies. Mais que veut faire Macron? Il veut doubler le budget de la défense. Et cela entraîne une autre rhétorique, car si l'on veut justifier le doublement du budget de la défense dans une situation où il n'y a même pas de budget officiel, d'ailleurs, il n'a toujours pas été adopté par le Parlement, dans une telle situation, pour imposer la militarisation de l'économie, il faut créer un nouveau récit, à savoir que la Russie va attaquer l'Europe d'ici 2 ou 3 ans. Is going to attack Europe within 2 or 3 years. So this is a nonsense that is perpetrated. C'est donc un non-sens qui continue de se perpétuer, car la véritable faiblesse de l'Occident réside dans son incapacité à élaborer des stratégies à long terme, voire à moyen terme. Tout est toujours à court terme. Politique à court terme, stratégie à court terme. D'ailleurs, j'hésite même à employer le mot « stratégie », car en réalité, il n'y a pas de véritable stratégie en Occident. On ne fait que réagir aux événements, ce qui signifie que tout est orienté vers le court terme. Et même avec l'Ukraine, on voit bien qu'ils n'avaient absolument pas anticipé la résilience russe. Ils sont désormais piégés dans leur propre récit, puisqu'ils ont affirmé qu'ils soutiendraient l'Ukraine, et ainsi de suite. Mais en même temps, ils constatent que c'est un gouffre sans fin. Nous sommes donc dans une situation très étrange. Nous savons que nous allons dans la mauvaise direction. Nous savons que nous ne pouvons pas nous le permettre, mais nous n'osons pas faire marche arrière, car cela reviendrait en fait à servir la Russie. That would in fact serve Russia. Colonel, looking at the meeting, we know that Colonel, en regardant la réunion, nous savons que Steve Witkoff sera en Russie demain pour parler avec les Russes. Et compte tenu de la réunion que les Américains ont eue avec les Européens ainsi qu'avec les Ukrainiens, vous savez, Marco Rubio est allé à Genève pour discuter avec les Européens et les Ukrainiens. Et maintenant, Steve Witkoff se rend en Russie. Steve Witkoff et Marco Rubio ont également eu une autre réunion avec la délégation ukrainienne. Vous savez, Omerov est désormais le chef de l'équipe de négociation ukrainienne. Il a remplacé le précédent. on the part of Ukrainians, he was replaced, Yermak is gone and Omerov is there. Tu sais, Yermak est parti How do you et Omerov est là maintenant. see this situation? Comment vois-tu la situation? Do you think Penses-tu que ce changement au sein de l'administration ukrainienne, within the Omerov remplaçant Yermak, Omerov coming qu'est-ce que cela signifie? instead of Quelle est ta compréhension de tout cela? Est-ce que cela va avoir une quelconque influence? Et d'un autre côté, comment vois-tu l'administration Trump envoyer Rubio en Europe puis Witkoff en Russie? Penses-tu que Donald Trump a encore une certaine influence sur les néoconservateurs aux États-Unis pour agir d'une manière ou d'une autre? Well, the first thing is. Eh bien, vous savez, la première chose est de rappeler aux gens que la Russie est en train de gagner sur le terrain et que les États-Unis n'ont aucun levier sur la Russie. Cela a été constaté il y a déjà plusieurs mois, nous le savons. Donc, l'idée de Trump était probablement, à un moment donné, d'avoir une sorte de plan possible à mettre sur la table, puis de faire en sorte que les Ukrainiens y adhèrent, et probablement les Russes aussi. C'est ce qu'il a fait à de nombreuses reprises. Il arrive avec un plan clé en main et les gens doivent l'approuver. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Et Witkoff l'a probablement compris lorsqu'ils ont conçu ce plan, qui est en réalité un document de travail, plutôt des points de discussion. Working document, discussion points are in reality. The Russians
there will be those Ce sont les Russes qui décideront de ce qu'il adviendra de ce plan, car, comme je l'ai dit, ils sont en train de gagner sur le terrain, ce qui signifie que sans eux, il n'y a pas de plan. Point final. Ils sont le facteur le plus important. Leur approbation est en somme l'élément clé. Or, la position russe, et c'est exactement ce que Vladimir Poutine a expliqué très récemment à Bishkek lors de la conférence de presse, est que, selon leur compréhension du mot négociation, il s'agit essentiellement de mettre un plan sur la table, puis que les deux parties discutent et fassent des concessions, tour à tour, jusqu'à parvenir à une forme d'accord. C'est en substance ainsi qu'un accord fonctionne. Il y a des exigences des deux côtés et des attentes des deux côtés. You have expectations on both sides, and of course they are not compatible. Et bien sûr, ils ne sont pas compatibles, car chaque camp a sa propre vision de la manière dont cela devrait se terminer. Et c'est là qu'intervient la négociation. C'est pourquoi les négociations peuvent prendre beaucoup de temps. Je veux dire, si l'on prend les négociations de la guerre du Vietnam ou de la guerre d'Algérie avec la France, elles pouvaient durer des mois avant d'aboutir à un accord, car les positions doivent se rapprocher progressivement jusqu'à trouver un compromis acceptable. C'est ainsi que les Russes le perçoivent. Maintenant, nous avions un plan avec des points de discussion, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière. Ce que les Américains ont fait avec les Européens et les Ukrainiens à Genève le 23 novembre, c'est-à-dire il y a une semaine, a en réalité consisté à réévaluer et à réécrire ce plan, le rendant encore plus éloigné de ce que les Russes pouvaient accepter. Ce qui signifie que, en supposant ce plan, dont nous ne connaissons pas beaucoup de détails, j'ai vu le projet élaboré par les Européens sur la base d'un plan américain de 2018, et ils en ont fait une sorte de version révisée du plan de 2018. Et maintenant, ce plan a été réduit à personne ne sait exactement 19, 20 ou 22 points. Nous ne savons pas. Quoi qu'il en soit, c'est un plan révisé, qui est évidemment plus favorable à l'Ukraine. Le nombre de points a été réduit, mais le fond semble tout aussi favorable à l'Ukraine, ce qui signifie que désormais, les positions de ce que les Russes attendent et de ce que les Ukrainiens attendent sont encore plus éloignées. Cela signifie que je ne connais pas, encore une fois, le contenu de ce plan. Mais, si nous suivons un processus normal, tel qu'il a été décrit par Vladimir Poutine, au lieu d'obtenir une solution en, disons, 15 jours, nous aurons une solution dans 2 mois ou plus. Parce que désormais, les Européens et les Ukrainiens ont réussi à élaborer un plan qui n'est absolument pas en faveur de la Russie. Cela veut dire que si l'on veut trouver une solution de compromis, il faudra travailler de plus en plus. Et comme les Russes sont en train de gagner sur le terrain, ils utiliseront ces deux facteurs, la négociation et la guerre. Et cela correspond à cette idée selon laquelle, comme le disait Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Cela signifie que lorsque vous êtes dans, et comme je l'ai mentionné dans mon livre sur l'art russe de la guerre, qui est derrière moi, les Russes pensent exactement comme Clausewitz, que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, ce qui veut dire qu'ils peuvent alterner entre la négociation et la guerre. Négociation et guerre. C'est pourquoi les Russes considèrent qu'il est possible de négocier en situation de guerre. Et vous vous souvenez de toute la discussion que nous avons eue en juin, je veux dire, pendant l'été, en gros, avec l'Occident et l'Ukraine disant qu'il fallait un cessez-le-feu. Point final. Et ensuite, peut-être, nous pourrions parler. Alors que les Russes disent « Non, commencez par démontrer que vous voulez engager un processus, et ensuite nous aurons un cessez-le-feu. » Car pour les Russes, faire la guerre et négocier ne sont pas des notions antagonistes. Elles ne s'excluent pas mutuellement.
Ils considèrent même qu'il est possible de créer une sorte de synergie entre ce qui se passe sur le champ de bataille et ce qui se déroule dans la salle de négociation. Et c'est là que l'on voit que les Européens, en réalité, n'ont pas compris cela. Pour cette raison, encore une fois, ils ont probablement réussi à élaborer un plan plus favorable à l'Ukraine que le plan du 28, même si le plan initial des États-Unis n'était pas en faveur de la Russie. En réalité, si l'on y regarde de plus près, il y a beaucoup de points extrêmement controversés pour les Russes. Mais bon, passons, n'en discutons pas maintenant. En fait, depuis la semaine dernière, les Européens et les Ukrainiens, avec les Américains et Marco Rubio, ont réussi à trouver une solution qui convient aux Ukrainiens, ce qui signifie qu'elle est probablement très favorable aux Russes. Donc, pour les Russes, ce n'est pas vraiment un problème. Ils continueront à exercer leur pression et à avancer sur le champ de bataille. Or, au cours du dernier mois, les forces russes ont réussi à atteindre le taux de progression quotidien le plus élevé sur le champ de bataille. Ils ont réussi à gagner plus de 23 km² par jour. C'est le rythme le plus élevé qu'ils aient atteint depuis le début de l'opération militaire spéciale, ce qui signifie que le mois dernier, ils ont conquis environ 700 km². La dynamique du champ de bataille est en faveur des Russes. Maintenant, on peut élaborer d'autres plans en faveur de l'Ukraine. Mais les Russes diront « Très bien, parlons-en ». Mais cela prendra le temps qu'il faudra. Et en attendant, nous gagnons du terrain, nous prenons plus de territoire. Au final, quels que soient les plans élaborés par les Européens et les Ukrainiens, ils seront contraints d'accepter les conditions russes. C'est donc simplement un exercice de temporisation qu'ils ont mené. C'est simplement un exercice de temporisation, car les Russes sont en position d'atteindre ce qu'ils voulaient atteindre, et probablement même davantage. Car encore une fois, il faut se rappeler que les 4 régions, Kherson, Zaporojie, Donetsk et Lugansk, n'étaient pas l'objectif final des Russes. Ce ne sont qu'une condition préalable pour entamer un processus de négociation. Ce n'est pas l'objectif final des Russes. C'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Nous avons tendance à considérer cela comme leur objectif. Non, ce n'est pas le cas. Et cela a été clairement déclaré par Vladimir Poutine le 14 juin 2024. Il n'y a absolument aucun signe que Vladimir Poutine s'en soit écarté. Il a dit très clairement, si vous voulez entamer une négociation, retirez d'abord vos troupes des frontières administratives de ces 4 régions. Abandonnez l'idée de devenir membre de l'OTAN. Et alors, nous pourrons commencer un processus de négociation qui pourrait inclure un cessez-le-feu. Les Russes n'ont pas dévié de cette position. Ainsi, les 4 régions ne sont pas l'objectif. C'est simplement une condition pour entamer des négociations. Cela signifie que si les Russes parviennent à obtenir ces territoires avant même le début d'un processus de négociation, ils continueront, ils ne s'arrêteront pas, car ils n'auront pas atteint leur objectif. Et l'idée qu'ils puissent continuer vers Odessa, Nikolaïev et tout cela, encore une fois, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la salle de planification de la... Mais, colonel, ils ont mentionné les objectifs de démilitarisation et de dénazification. Et ce qui me semble étrange dans ce plan, c'est qu'ils parlent d'amnistie pour les crimes de guerre. S'ils incluent cela, s'ils retirent la responsabilité des négociations, alors la Russie n'aura aucun moyen de poursuivre les néo-nazis en Ukraine. Il faut un outil politique ou diplomatique pour écarter ces personnes du pouvoir. Sinon, la guerre en Ukraine sera sans fin. Ils continueront d'attaquer encore et encore. Quelle est la solution si l'on ne prend pas en compte ce qui s'est passé à Boutcha ou ce qui s'est passé dans la région de Koursk pendant la guerre en Ukraine? Je ne vois pas la Russie accepter cela. Quelle est votre opinion à ce sujet?
I don't see Russia accepting that. What's your take on that? Well, again, you know, if you Eh bien, encore une fois, assume supposons que nous ayons une négociation, we have a mais aucun negotiation, document final, si vous final voulez, document, aucun accord, aucun compromis. Les Russes continueront, et ils atteindront un point où les Ukrainiens capituleront simplement sans avoir conclu d'accord. reach an agreement. C'est probablement là que nous nous dirigeons. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'autre choix que de capituler, il n'est plus question de crimes de guerre, ni de tout cela. Then Notez que la question des crimes de guerre dans le document a apparemment été modifiée par les Ukrainiens eux-mêmes, non pas à cause des crimes de guerre en tant que tels, mais en raison de la corruption et de problèmes similaires. Les Ukrainiens ne veulent pas être inculpés après la guerre pour détournement de fonds ou ce genre de choses. after the war for embezzling and all that, this kind of thing. Meaning that, again, Ce qui signifie que, encore une fois, cette question des conséquences, je pense que les Russes auront quelque chose pour traduire les criminels de guerre devant un tribunal. Ils le veulent. war criminals Et les Russes ne s'en sont pas cachés, in front of court. car ils considèrent que Boutcha et tout cela étaient en réalité des crimes ukrainiens. Je ne sais pas exactement, même si j'ai tendance à penser qu'ils pourraient avoir raison dans une certaine mesure. Exactly, even if I tend to think that they are right. Mais le fait est que nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé là-bas. Et c'est aussi l'erreur de l'Occident, car lorsque Boutcha a eu lieu, c'est un bon exemple. Au lieu de mettre en place une commission internationale ou une commission d'enquête, incluant les Russes, et menant toutes les investigations sur l'affaire, les Russes n'auraient pas pu la contester. Regarding the case, the Russians would not have been able to dispute that. But that's not what the West has done. They have done their own. Mais ce n'est pas ce que l'Occident a fait. Ils ont mené leur propre commission d'enquête occidentale et même des gendarmes français y ont été envoyés. Maintenant, plus personne n'en parle. La raison en est que ce qu'ils ont découvert tend à confirmer ce que les Russes disaient. Et c'est pourquoi personne ne mentionne plus cette commission d'enquête aujourd'hui. Cela signifie que les Russes ont un dossier très solide. Cela ne veut pas dire que les Russes n'ont pas commis de crimes de guerre. Je pense que dans toute guerre, toutes les parties en commettent. Mais il y en a de plus petits et de plus grands. But there are smaller ones and big ones. There are also war crimes that you commit without really knowing them. Il y a aussi des crimes de guerre que l'on commet sans vraiment s'en rendre compte. Et il y a ceux qui sont, disons, planifiés d'une certaine manière, organisés, voire ordonnés. Ce sont les vrais cas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont probablement tué des civils, non pas vraiment parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils avaient peur, ou qu'ils pensaient que le civil était un combattant. Je veux dire, il peut y avoir des cas qui sont techniquement des crimes de guerre, mais probablement pas dans le sens où ils étaient intentionnels, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a des crimes de guerre, comme Boutcha et d'autres, où l'on cherche vraiment à éliminer une population ou un groupe militaire, ou des choses de ce genre, où la torture et des actes similaires sont utilisés. Et c'est une violation délibérée des conventions de Genève et d'autres conventions. Et par conséquent, ces faits peuvent être portés devant un tribunal. Je veux dire, tous peuvent être portés devant un tribunal, mais ce sont ceux que les Russes veulent probablement mettre en avant. Et encore une fois, si vous lisez les réseaux sociaux russes, vous pouvez voir qu'ils ont déjà recueilli des témoignages sur ce que les Ukrainiens ont fait dans la région de Koursk, par exemple. Et vous pouvez constater que rien que dans la zone de Koursk, il existe un certain nombre de témoignages montrant que les Ukrainiens s'y sont comportés de manière extrêmement mauvaise. Mais souvenez-vous de qui a été envoyé là-bas. But remember that who was sent there. These were the so-called elite units that were C'étaient les soi-disant unités d'élite envoyées dans la région de Koursk, y compris certains étrangers. Et vous savez, quand on a des mercenaires étrangers, ils n'ont pas vraiment de lien avec la population locale. Rappelez-vous qu'à Koursk, si l'on regarde la composition des forces,
les Russes ont commencé leur guerre pour protéger une population. C'est la raison pour laquelle ils sont entrés dans le Donbass. Et tout cela, parce qu'ils estiment que cette population mérite d'être protégée, parce qu'ils la considèrent comme leur frère. Il est donc peu probable qu'il y ait des meurtres délibérés de civils ou des choses de ce genre de la part des Russes dans une zone où ils sont là pour protéger la population. Si vous regardez de l'autre côté, les Ukrainiens, tout d'abord, comme ils n'avaient pas assez de monde pour défendre le pays, ils ont fait venir des volontaires et des mercenaires, et ainsi de suite. Je veux dire, si vous regardez maintenant, la majorité de ceux qui ont été tués dans la région de Pokrovsk et dans celle de Zaporizhia sont des Colombiens. Vous voyez? Ce sont donc essentiellement des mercenaires. Ces mercenaires sont bien payés pour faire le travail. Mais cela signifie que ces types n'ont absolument aucun sentiment pour la population civile. Ils n'ont aucun lien avec elle. Ils ne sont pas là pour la protéger. Et c'est pourquoi les lois internationales ont toujours été très sévères envers les mercenaires. Puisque ces personnes sont payées pour faire la guerre, elles n'ont pas le même, disons, lien émotionnel ou relation avec les civils. C'est pourquoi elles n'ont aucun problème à tuer des civils, parce qu'elles n'ont aucun lien avec ces gens. Et c'est exactement ce que l'on voit en Ukraine. Un Ukrainien qui défend les Ukrainiens a une relation avec la population qu'il protège. Mais qu'en est-il d'un Français, d'un Polonais ou d'autres du même genre? Il s'en moque. Et ce type d'armée est plus enclin à commettre des crimes de guerre que l'armée russe. Souvenez-vous aussi que surtout au début de la guerre, les soldats combattant dans le Donbass, dans l'oblast de Donetsk et l'oblast de Lugansk, étaient autrefois des milices locales, c'est-à-dire des soldats originaires de la région. C'étaient des citoyens de Donetsk et de Lugansk qui combattaient pour libérer, comme ils le disaient, leur propre territoire. Cela signifie qu'ils avaient même des proches parmi la population civile. Ainsi, ces personnes ont probablement commis des crimes de guerre involontaires, mais il est peu probable qu'elles aient commis des crimes de guerre intentionnels contre la population locale. Elles ont peut-être commis davantage de crimes de guerre contre les soldats ukrainiens. C'est tout à fait possible. Mais cela signifie que vis-à-vis de la population locale, les soldats russes qui sont nés dans la région où ils combattent sont peu susceptibles d'agir contre les civils. Alors que pour les autres, c'est exactement l'inverse. Ce qui veut dire qu'à la fin de la guerre, s'il y a une capitulation de l'Ukraine, la question des crimes de guerre sera certainement abordée, mais ce serait sous gestion russe, si je puis dire. Et ils le feront certainement. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que nous avons tendance à négliger parce que le récit dominant les a ignorées. Et maintenant, il y a aussi des procès qui se déroulent en Ukraine, d'ailleurs. La question, par exemple, des snipers sur le Maïdan et des tueries à Odessa en 2014. Même les Ukrainiens reconnaissent aujourd'hui qu'il s'agissait de crimes commis par des extrémistes ou ultranationalistes ukrainiens, appelez-les comme vous voulez, dans ces cas-là. Ainsi, tout le récit propagé en Occident, selon lequel tout cela aurait été l'œuvre des Russes ou même du gouvernement Yanukovych, n'est pas vrai. Nous avons eu de nombreux massacres à Mariupol, à Izium et dans d'autres régions, alors que ces zones étaient occupées par les Ukrainiens. Et tout cela, les Russes recueillent aujourd'hui beaucoup de preuves. Et il est certain que s'il y a une victoire à la fin, les Russes porteront assurément toutes ces affaires devant un tribunal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui.
Great pleasure. Un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci. Thank you. Toi.